Bonjour à tous pour cette table ronde consacrée à l'éradication de la pauvreté. Alors nous avons des personnalités qui sont présentes à côté de moi et puis nous avons des personnalités en distanciel. Je voulais présenter rapidement Najat Vallaud-Belkacem, je ne sais pas si on la présente encore, ancienne ministre et qui est aujourd'hui directrice France de l'ONG One. Je ne cite pas les autres ONG et notamment vos dernières fonctions à la tête de France Terre d'Asile, ou prochainement plus exactement. Non, ça y est, c'est fait, d'accord. Mathias Léridon, voilà, bonjour, président de la société Tilder et puis surtout fondateur d'une ONG. Le nom va me revenir. Vous êtes membre aussi de plusieurs ONG Acted et votre association c'est African Artists for Development. Habiba Djebari, professeur à l'université Aix-Marseille, qui sera à côté de moi pour modérer et cadrer ce débat. Et puis avec nous en distanciel, j'accueille Sabina Alker, qui est directrice de l'Observatoire Pauvreté et Développement Humain à l'université d'Oxford. Bonjour madame. Voilà. Good afternoon. Nous avons aussi Paul Collier, professeur d'économie et de politique publique à l'université d'Oxford, auteur d'un livre très remarqué sur les questions et très médiatisé sur les questions de pauvreté en 2007 qui fait référence. Et puis avec nous également du Vietnam, monsieur Can Van Luc, chef économiste à la Banque d'investissement du Vietnam. Good afternoon. Je vais passer tout de suite la parole à Habiba Djebari pour cadrer cette vaste question de l'éradication de la pauvreté. Nous n'épuiserons pas le sujet dans les 55 minutes qui nous sont imparties. Alors on va essayer de l'encadrer, tant sur la question en France qui reste très prégnante, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a eu une montée forte, notamment pendant la crise sanitaire. Et puis évidemment au niveau mondial, Habiba, je vous donne la parole. Merci et bienvenue à tous à cette session. La pauvreté, c'est avoir faim, c'est avoir froid, c'est être isolé socialement, c'est de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins essentiels. C'est rester sans soins de santé, sans toit, sans accès à l'eau potable, à des installations sanitaires de base. C'est être analphabète ou en fracture numérique, sans accès à l'information. Au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, être pauvre, c'est être limité dans la réalisation de ses potentiels. Est-ce qu'éradiquer la pauvreté est un objectif réalisable? Tout d'abord, rappelons l'impératif moral. En 1949, Harry Truman disait « Plus de la moitié de la population mondiale vit dans la misère ». Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité détient le savoir et les savoir-faire pour soulager ses souffrances. Vu d'aujourd'hui, avait-il raison de croire en cette possibilité? Depuis 1990, le nombre de personnes vivant avec moins d'1,90 $ par jour est passé de 2 milliards, qui représentaient 36% de la population mondiale, à 630 millions, soit 8%. De tels progrès n'avaient jamais été réalisés auparavant. Donc oui, M. Truman avait raison, nous en avons les moyens. Comment y sommes-nous parvenus? Pour y répondre, regardons ces progrès de plus près. Sur la période 1980-2010, la réduction massive de la pauvreté vient pour les 3/4 de la Chine. Le pays qui a connu la plus forte croissance économique sur la période. Ce sont 680 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. La croissance économique a joué un rôle clé dans la réduction de la pauvreté en Chine, dans le monde. Doit-on la voir comme un facteur nécessaire ou même suffisant? Le bilan de la croissance en termes de réduction de la pauvreté n'est pas toujours positif. Un grand nombre de pays riches en ressources naturelles restent pauvres, car les autres secteurs de l'économie ne se développent pas. Et surtout parce que cette croissance crée des rentes qui renforcent les statu quo, qui alimentent la corruption, qui conduit au gaspillage.
La croissance de la Chine, quant à elle, est tirée par l'ouverture aux échanges internationaux, les investissements en infrastructures, en capital humain, les innovations qui les accompagnent. Ces transformations sont le reflet d'une volonté publique forte. Mais il reste que les progrès sont fragiles. Avec la crise du Covid au niveau mondial, la pauvreté augmente de nouveau après des décennies de réduction. Aurions-nous pu éviter ce renversement de tendance? Et au-delà de la crise du Covid, le changement climatique, les conflits, les crises financières sont autant de défis majeurs qui exigent des innovations dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Comment l'action publique peut-elle prévenir et atténuer les effets de ces crises? Tout d'abord, il est fort probable que les pays dont je vous parlais, riches en ressources naturelles, ces pays qui peinent à transformer la croissance en réduction de pauvreté, soient aussi les pays qui auront les résultats les plus décevants en termes d'action collective. Ces pays peineront à élaborer des politiques efficaces, à les financer, à les piloter. Que faire alors pour éliminer la pauvreté dans ces pays, dans les pays fragilisés par les conflits? Les pays avancés, incluant la Chine, comptent sur eux-mêmes pour financer les programmes d'aide sociale. Et cela leur donne toute l'autonomie de décision sur la forme que celle-ci doit prendre. Dans les pays moins avancés, l'action publique est en grande partie financée par l'aide internationale, volatile et souvent mal coordonnée. Les pays les moins avancés pourraient-ils compter plus sur leurs propres ressources pour aider les pays les plus pauvres en leur sein et définir réellement leur stratégie de développement? Certains pays d'Amérique latine, d'Afrique, cherchent à renforcer leur système fiscal, d'autres à mettre à profit les ressources provenant des diasporas, dont les montants dépassent aujourd'hui déjà l'aide internationale. Au-delà du financement, les chercheurs, les cadres de la fonction publique, les chefs d'entreprise de ces pays ont une connaissance fine des atouts et faiblesses de leur économie. Ils ont les moyens d'établir une légitimité pour travailler avec les autres citoyens à construire un contrat social qui leur ressemble, à transformer en réponse aux échecs. Apprendre de l'expérience de la Chine, oui, mais en évitant de tomber dans les écueils du dirigisme étatique. Les derniers bastions de la pauvreté sont non seulement plus pauvres que ceux qui ont pu s'en échapper dans les dernières décennies, mais ils y sont aussi depuis plus longtemps. Et c'est aussi pour ça qu'il faudra trouver des instruments nouveaux pour éradiquer cette pauvreté qui s'installe dans la durée. Et mon dernier mot sera pour parler des femmes, dont les capacités à réaliser leur potentiel sont limitées de bien des manières. Pour une femme américaine qui n'aura pas la liberté de pratiquer un avortement, pour une femme nigérienne qui est mariée à un trop jeune âge, comme pour les enfants qu'elles auront, il sera difficile d'échapper de la pauvreté. Celles qui peuvent le pratiquer, celles qui peuvent échapper à un mariage précoce, peuvent continuer des études, participer pleinement à la vie active, procurer à leurs enfants les soins pour qu'ils deviennent eux-mêmes des adultes capables de réaliser leur potentiel. Éradiquer la pauvreté devra passer par l'autonomisation des femmes, pour elles et pour les générations futures. Merci Habiba Djebari. On va essayer de maintenant reprendre un peu les différentes questions qui ont été posées à travers l'intervention de Mme Habiba Djebari. Je vais m'adresser d'abord à Sabina Al-Kouayer. Vous êtes connue pour vos travaux sur la multidimensionnalité de la pauvreté, l'indice de pauvreté qui date de 2010, qui a été pris en compte par les Nations Unies. Donc on sait finalement cerner un peu cette pauvreté, on sait cibler les pauvres. En quoi ça nous aide à trouver les moyens de mieux définir les politiques d'éradication de la pauvreté? Thank you so much. Un grand merci. Comme l'a dit Habiba, la pauvreté comporte différents aspects. Bien sûr, l'argent, ne pas avoir l'argent pour acheter ce dont on a besoin, mais également, il y a différentes privations qui frappent la même personne au même moment. Manque d'éducation, de toit, de soins de santé. Ce sont une série de chocs qui se regroupent dans une mesure multidimensionnelle qui
analyse le profil chevauchant de ces différents chocs. C'est très important puisqu'on parle aujourd'hui d'éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce que c'est la réussite dans cette tâche? C'est en se débarrassant d'une pauvreté monétaire. Donc le fait de mesurer ceci et d'utiliser ça comme un paramètre du progrès, c'est très important. Comme je l'ai lu récemment, la chose importante lorsqu'on parle des mesures de la pauvreté, c'est que ces mesures doivent être liées aux actes. Donc, je suis très reconnaissante à votre conférence de faire ce lien. Je dirais 4 choses. Tout d'abord, si on analyse les données, il est fort possible d'avancer et d'éradiquer la pauvreté multidimensionnelle. La Chine a trouvé un concept et des mesures. Et ce concept et ces mesures sont multidimensionnels. Mais ce que nous faisons avec d'autres populations, 3,6 milliards sont pauvres, certains pays ont pu éradiquer cette pauvreté. La Macédoine, le Kurdistan, la Géorgie, ce sont des données qui datent d'avant la pandémie. Mais d'autres pays et certaines régions, en fait, il y a 90% de la population qui sont pauvres. Mais il y a de bonnes nouvelles aussi. Tout d'abord, un pays avec 5... Dans un certain nombre de pays qui ont une large population, on a constaté des progrès. Et des 20 pays qui ont éradiqué la pauvreté, une quinzaine étaient en Afrique. Donc, c'est possible. Le pays qui réduit cette pauvreté la plus rapidement, c'est Sierra Leone entre 2013 et 2017, lorsqu'il y a eu Ebola et le taux est descendu drastiquement. Et en Éthiopie, entre 2016 et 2019, même chose. Donc, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible à une grande échelle? En Inde, en 2005 jusqu'à 2016, 270 millions de personnes ont quitté la pauvreté et les plus pauvres ont marqué le progrès le plus rapide. Les plus pauvres sont les jeunes et c'est eux qui s'améliorent plus rapidement. Les castes les plus pauvres ont pu remarquer un progrès rapide aussi. Voilà des exemples qui nous motivent, mais tout ceci date d'avant la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut exploiter aujourd'hui? On peut utiliser des mesures vers 2 objectifs. Les liens veulent dire que la plupart des secteurs de pauvreté qui partagent des coûts de transport, qui éduquent les employés, peuvent être très rentables. Et le fait d'avoir une base de données qui donne des informations sur le regroupement, on peut voir que l'impact sur la pauvreté va être plus élevé. Il y a beaucoup d'exemples, mais je n'ai pas le temps de les décrire. Mais on peut analyser également les régions. Il y a 1,3 milliard de pauvres, 836 000 vivent dans un foyer où aucune femme a terminé sa scolarité. Donc la femme n'a jamais les mêmes possibilités que l'homme. Donc ces informations sont très utiles pour guider les choix politiques. En ce qui concerne la volatilité, on a mené une étude en Europe et on a vu que dans l'espace de 4 ans, toutes les personnes qui sont pauvres, de ceux, 60% n'étaient pas toujours pauvres, ou n'ont pas toujours été pauvres. 25% de cette population des pays combinés ont été pauvres pendant l'une des 4 périodes. Donc, la volatilité post-Covid doit être suivie. Dernier point, n'oublions pas les amis dans le secteur privé. Ils sont très importants puisqu'ils s'intéressent à leur ESG
ils ont leur RSE également. Et donc, on travaille tous vers le même objectif. Et le fait de travailler ensemble peut faire accélérer les différents engagements. Donc, certaines vont parler de politique, mais il faut vraiment identifier ce que c'est que la réussite. Et après la pandémie, il faut partir dans le bon sens. Je crois que c'est très important. On fera réagir tout à l'heure nos invités. Je vais m'adresser à Monsieur Paul Collier. Hello, Mr. Thanks very much. So, Merci beaucoup. J'ai donc un message qui est très différent. Si je devais avoir une définition, ce dont je vais parler, donc c'est la pauvreté de masse. Et quand je parle de pauvreté de masse, j'ai un écho. On va le récupérer plus tard. Oui? Non? Bon. On va essayer de le récupérer un peu plus tard, Monsieur Collier. On va demander à Monsieur Léridon peut-être que vous pouvez évoquer, vous, votre expérience qui est plus particulière en matière sur ces questions de pauvreté, puisque vous avez une fondation qui est, vous allez nous dire ce que c'est exactement, enfin en gros qui est basée avec des artistes, et puis vous avez votre casquette d'ONG. Actid est une grande ONG qui fait de l'opérationnel en matière humanitaire. Quel regard vous portez sur ces questions de pauvreté? Madame Habiba Djebari disait, peut-on vraiment éradiquer cette pauvreté? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a reculé? Est-ce qu'on a plutôt amélioré les choses ces 30 dernières années? Alors, d'abord, c'est très présomptueux de parler de l'éradication de la pauvreté en général. Moi, je crois qu'il faut partir de quelques éléments qui sont très simples. La période de la pandémie, elle a été très positive sur la production de carbone dans le monde. Elle a eu l'effet inverse sur la pauvreté. Pendant la période de la pandémie, pour la première fois depuis 30 ans, la pauvreté a réaugmenté. Donc, il y a eu une inversion de ces tendances. Après, moi, je voudrais juste... Parce que quand on parle de pauvreté, il faut partir de grandes masses. Je voudrais citer trois chiffres. 1, 100, 1 milliard. 1, c'est 1 euro. C'est globalement 1 milliard de personnes qui vivent aujourd'hui avec 1 euro par jour. À côté de ces personnes qui vivent avec 1 euro par jour, il y a 1 milliard de personnes qui sont en situation d'obésité. Il y a 1 milliard de personnes qui ont accès à la 5G. Et 100 millions... c'est le nombre qui a été dépassé cette année de réfugiés et de déplacés. Quand on constate ces chiffres qui sont simples, quand on les met les uns à côté des autres, on s'aperçoit qu'on est dans une situation par rapport à la pauvreté aujourd'hui qui a complètement changé par rapport à il y a 3 ans. Et moi, ce que je crois, c'est que la pauvreté, ça n'est pas qu'une question économique. La pauvreté, c'est une prison économique, évidemment, pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre au quotidien. Mais la pauvreté, c'est aussi une prison psychologique. Il ne suffit pas simplement de dire on va multiplier par 3 ou par 4 le revenu quotidien des personnes qui vivent avec 1 euro par jour. Il faut faire en sorte qu'elles sortent de ce carcan psychologique que crée la pauvreté. Un carcan culturel, un carcan comportemental, un carcan qui fait qu'elles n'ont plus confiance en elles, qu'elles n'ont plus d'avenir, qu'elles n'ont pas d'espoir. Je voudrais juste témoigner très modestement à travers notre fondation African Artists for Development, qui a comme objectif de soutenir des projets de développement de ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas de travail puisse, à travers une activité, trouver un minimum de revenus. Dans les camps de réfugiés en Afrique, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle il n'y a plus aucun espoir, puisque dans la plupart de ces camps, c'est la 3e génération qui vit sur le camp. Les grands-parents sont arrivés, ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants, ils n'ont jamais bougé de leur camp. Lorsqu'on parle de pauvreté, on ne parle pas uniquement d'une dimension économique, on parle d'avoir le courage de sortir de la pauvreté, d'avoir la capacité personnelle, individuelle, de sortir de la pauvreté. Et ce que je crois, c'est qu'il faut s'attacher autant à briser les barreaux de cette prison psychologique qu'à faire en sorte de briser l'équation économique de la pauvreté. Et moi, je voudrais juste faire un témoignage. On a eu l'idée avec un certain nombre de chorégraphes
Et à l'époque, lorsqu'on en avait parlé au haut-commissaire aux réfugiés, qui est devenu aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, on lui a dit, on pense que si l'on va avec des chorégraphes dans un camp de réfugiés et qu'on crée une chorégraphie dans un camp de réfugiés, on pourra sortir un certain nombre de personnes de la pauvreté. Il nous a regardé avec un petit sourire en disant, je pense que ce sont des gens qui vivent très à l'écart de la pauvreté, donc ils n'ont pas une vision claire des choses. La réalité, c'est que sur le terrain, quand vous allez dans un camp de réfugiés, où les gens sont là depuis 3 générations, vous leur dites, par exemple, on va danser ensemble, parce qu'on sait que dans les favelas à Rio de Janeiro, comme dans les camps de réfugiés en Afrique, dès qu'on danse, on se fatigue physiquement, et quand on est fatigué physiquement, en général, on est moins violent. Mais il n'y a pas que ça. Si vous donnez des cours, il y a ceux qui dansent bien, puis ceux qui dansent mal. Il y a ceux à qui il manque un bras, ceux qui ont eu la polio, et qui donc ne sont pas bons dans le domaine éducatif, parce que de fait, ils sont physiquement pas capables d'être dans le domaine éducatif. En revanche, si vous leur faites créer quelque chose ensemble, avec un chorégraphe, eh bien, tout d'un coup, il y a une écriture qui fait que, fur et à mesure, au bout d'un certain nombre de mois, ils reprennent confiance en eux. Dans tous les camps de réfugiés, et aujourd'hui on est un programme phare avec ce Refugees on the Move de l'UNHCR, on fait en sorte de sortir des gens de la pauvreté, pas simplement en leur donnant de l'argent, en faisant en sorte de leur faire reprendre confiance en elles, en faisant en sorte qu'elles aient de nouveau l'espoir qu'elles pourront un jour sortir de la pauvreté. Et c'est parce qu'elles ont cette reconstruction personnelle que tout d'un coup, elles peuvent reprendre le chemin de ce qui n'est pas la pauvreté. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste encore une énorme barrière, c'est le regard que nous avons, nous, sur la pauvreté, le regard que nous avons, nous, sur les anciens pauvres. Tant qu'on n'aura pas compris que le milliard de personnes qui vivent avec 1 euro par jour aujourd'hui dans le monde sont des actifs pour l'humanité de demain, des actifs au sens financier du terme, humain du terme, que ce sont des personnes sur lesquelles on va pouvoir construire l'humanité de demain, et qu'on verra en fait dans toutes ces personnes et dans la pauvreté un passif qu'il faut solder financièrement, on n'arrivera jamais à éradiquer la pauvreté. Merci pour cette note d'espoir, Mathias Léridon. Najat Vallaud-Belkacem, je le disais, vous êtes directrice France de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté. Ce matin, je lisais, en venant dans le train, je lisais Les Échos, il y avait un titre, 71 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté en 3 mois. C'est directement l'effet guerre en Ukraine, qui s'ajoute aux crises de la Covid, qui n'est pas terminée, loin de là, et surtout pas dans les pays où la vaccination est à des niveaux très faibles. Ça s'ajoute aussi à la crise climatique. Mathias Léridon en parlait à l'instant. Comment vous voyez cette pauvreté? Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours lutter à travers le multilatéralisme contre cette pauvreté? Est-ce que vous avez fait de la politique, vous avez fait partie d'un gouvernement qui croyait beaucoup au multilatéralisme? Est-ce que vous croyez que c'est toujours possible de pouvoir lutter contre cette pauvreté qui est toujours là et qui progresse, on le voit avec ces chiffres terribles? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. L'introduction de Habiba Djebari était super pour ça, parce que je pense que c'est bien de commencer quand même par rappeler qu'on a réussi à faire des choses au fil des ans. C'est bien de se souvenir en effet que, comme vous l'avez dit, depuis les années 90, on était dans une pente descendante s'agissant de l'extrême pauvreté, et de façon assez remarquable. Et c'est ce qui fait encore plus mal aujourd'hui, de se dire qu'à cause de la pandémie Covid, pour commencer, avant même la guerre en Ukraine, les chiffres soient repartis à ce point-là à la hausse. On est sur du 150 millions de personnes supplémentaires, a priori, depuis le début de la pandémie Covid, qui sont tombées dans cette extrême pauvreté. Donc c'est la première fois depuis les années 90 que les chiffres repartent à la hausse. Mais il y a, encore une fois, si on s'en tient à est-ce que c'est faisable de lutter contre l'extrême pauvreté et d'en extraire des populations? Oui, on a démontré que c'était faisable. Et au-delà de la pauvreté en tant que telle, parce que finalement, comme vous le disiez, la pauvreté est multidimensionnelle. Donc si on s'intéresse finalement à tout ce qui la caractérise, il n'y a pas seulement l'alimentation, il y a aussi la question de la santé. Nous, on est une ONG qui est très tournée vers les questions de santé, donc lutte contre la tuberculose, la malaria, la mortalité infantile, etc. Et de fait, cette mortalité infantile a été drastiquement réduite pendant toutes ces décennies dont on est en train de parler.
Et notamment, d'ailleurs, j'en profite pour le dire ici, grâce à l'existence d'un fonds mondial qui a été mis en place, qui s'appelle le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, qui a été mis en place au début des années 2000 et qui, en 20 ans, a permis de sauver, d'éviter 44 millions de morts du fait du sida, de la tuberculose ou de la malaria. Donc, il y a des choses qui sont objectivement notables et qui devraient nous laisser espérer. Et on se rend compte très vite, quand on fait ce petit travail, qu'on ne peut pas juste demander aux pays de s'en sortir par eux-mêmes. Je veux dire, l'un d'entre vous le disait, je ne sais plus si c'était vous ou si c'était la dame, mais il y a quand même des pays qui sont tellement plongés dans la difficulté, et c'est vrai notamment en Afrique subsaharienne, que la marche est beaucoup trop haute pour imaginer que ce soit simplement par de l'investissement privé, par de la croissance interne, un peu ce qu'on a dit à propos de la Chine, que ce sera résolvable. Donc on a besoin d'une solidarité internationale. Cette solidarité internationale, elle peut prendre plusieurs formes, soit dans du bilatéral, un pays comme le nôtre qui va décider pour X raisons de soutenir un autre pays, soit de façon, je dois le dire quand même, beaucoup plus efficace dans du multilatéral, parce que la coordination des efforts des pays riches et des institutions internationales et des banques mondiales, parce qu'il faut parler aussi des banques multilatérales, pardon, parce qu'il faut parler de la Banque mondiale, du FMI, etc., va permettre d'apporter des réponses aussi nombreuses que les problèmes sont nombreux. Par exemple, à un moment donné, on est obligé de constater qu'à l'aune de cette crise Covid-19, un certain nombre d'économies de pays en développement sont plongées dans la difficulté parce qu'elles sont prises à la gorge avec les intérêts de leurs dettes qu'elles doivent rembourser, qui les empêchent de consacrer leurs maigres moyens publics à soutenir la santé, l'éducation ou l'aide à leur population. Donc, prendre la décision d'alléger les dettes des pays les plus pauvres, ça ne peut pas être une décision unilatérale prise par un genre la France toute seule dans son coin. C'est forcément une décision en G20 prise donc dans du multilatéral et qui, là encore, produit des résultats. Mais je voudrais juste, parce que je ne veux pas être trop longue, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Mathias tout à l'heure, parce que c'était pas mal son histoire de chiffres, 1, 100 000 et 1 milliard. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas non plus tout attendre des pouvoirs publics. Nous, on est une ONG qui demande beaucoup aux États riches de solidarité avec les États pauvres, certes, mais à un moment donné, on comprend aussi que l'argent que les États riches vont mettre à disposition des États pauvres, c'est finalement c'est notre argent collectif dont ils ont besoin par ailleurs pour soutenir aussi nos services publics dans nos pays, parce que vous l'avez dit, la pauvreté, on la voit aussi monter en France, par exemple. Donc à un moment donné, la question qui se pose, majeure, c'est celle aussi de la contribution du secteur privé. Et donc très vite, on tombe sur d'autres types de chiffres que je vais mettre en miroir de ceux de Mathias. C'est que, par exemple, pendant la pandémie du Covid-19, la fortune des milliardaires, elle, n'a cessé de croître. Pendant que les 150 millions de personnes tombaient dans l'extrême pauvreté, vous aviez les 10 milliardaires les plus riches de ce monde qui, pour rappel, ont à peu près en moyenne chacun 100 milliards de dollars chacun, hein, c'est de ces montants-là que l'on parle, qui ont vu toute leur fortune augmenter de 3600 milliards de dollars pendant les 2 ans de pandémie Covid-19 qu'on a traversée. Donc à un moment donné, évidemment que la question de la plus juste taxation des patrimoines, de la lutte contre l'évasion fiscale, contre les flux financiers illicites, se pose, enfin je veux dire sans vouloir polémiquer, mais ça va être vraiment, à mon avis, le nouvel âge, la nouvelle ère de solidarité internationale, si on veut qu'elle soit tenable, cette solidarité internationale. Et peut-être juste un dernier mot, c'est à propos de ce que disait Mathias sur l'accès au beau des populations les plus pauvres. Parce que moi, je partage vraiment ça et je voudrais vous raconter moi aussi une anecdote qui m'est arrivée un jour dans un camp de réfugiés, en l'occurrence à Kakuma, le plus grand camp de réfugiés qui se trouve au Kenya, où à mon immense surprise, alors c'était pas de l'art, c'était du sport, mais à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'il y avait des compétitions de football qui étaient organisées. Alors Kakuma, c'est un camp qui accueille des réfugiés venant de tous les pays alentours du Kenya. Ils sont nombreux à être en crise. Donc vraiment, tout un tas de populations différentes se mêlaient là. Et des compétitions de football étaient organisées et jusqu'à même reproduire une forme de mercato, c'est-à-dire qu'avec les très maigres moyens, les quelques piécettes que les réfugiés avaient sur eux,
ils mettaient tout ça en commun parce qu'ils avaient repéré un très bon joueur dans l'équipe adverse qu'ils voulaient récupérer chez eux. Et cette anecdote m'avait marquée parce que là aussi, je m'étais dit que finalement, quand on leur donne la possibilité, finalement, on rêve tous de la même chose, on a tous envie de l'appétence pour le beau, pour l'esthétique, pour le sport, pour tout ce qui nous rend finalement un peu plus humains. Donc moi aussi, je le dis, il ne faut pas voir les pauvres comme il ne faut pas voir les réfugiés, comme des gens qui seraient exclusivement caractérisés par leur statut de... Comme le disait un des réfugiés que j'ai croisé, réfugié, ce n'est pas mon identité, c'est juste un statut. C'est un statut par définition temporaire. Voilà, et je pense que les pauvres aussi, il faut le voir comme ça. Merci pour ce retour d'expérience, Najat Vallaud-Belkacem. On va aller voir Monsieur Can Van Luc. Ah, on retourne vers Paul Collier. Nous l'avons retrouvé. Nous vous avons interrompu ou c'est plutôt la technique qui vous a interrompu? Je vous redonne la parole avec une question quand même, Monsieur Collier, puisque ça a été un peu évoqué. Vous avez beaucoup travaillé avec les organisations mondiales. Quel regard, l'efficacité, vous êtes très critique sur l'efficacité de l'aide internationale. On sait qu'une partie des programmes de lutte contre la pauvreté repose sur l'efficacité de l'aide internationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de le regard que vous avez, qui est assez critique, je crois? Can you hear me now? Ah, formidable. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? C'est bon. I can't hear you. Okay. So, Alors, très bien. Je voulais parler du concept de la pauvreté de masse, qui est un problème pour les pays les plus pauvres, les plus fragiles du monde. Et c'est un message qui est beaucoup moins optimiste que ce qu'on a pu jusqu'ici. Quand je parle de pauvreté de masse, je veux dire une situation où le revenu moyen, si vous rajoutez l'ensemble, donc les revenus, donc si vous ajoutez tout ce qui existe, donc tout le monde serait pauvre. Même si vous aviez une distribution égale, tout le monde serait pauvre. Et dans des pays comme ça, nous ne pouvons pas résoudre le problème de la pauvreté avec des redistributions ciblées. Le problème, c'est que la personne moyenne est pauvre. Et la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est... Donc, ils sont souvent très improductifs. Donc, le vrai problème de la pauvreté de masse, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de productivité. Et donc, le défi de sortir de cette pauvreté de masse est une question de compétences. Et c'est une transformation qui est très difficile. La plupart des pays, maintenant, y arrivent. Mais il y a encore 50 pays environ qui n'y arrivent pas. Il y a longtemps, j'ai écrit sur le Boston Billion, donc, qui étaient les pays à la croissance la plus lente et les plus pauvres du monde. Et j'ai donc mis à jour toute cette information et ça raconte une histoire très triste. Même avant le Covid, les pays les plus pauvres donc, avaient des divergences très différentes par rapport au reste de l'humanité. Et certains devenaient de plus en plus pauvres. Donc j'ai ouvert le Boston Billion avec la République centrafricaine qui aujourd'hui est sans aucun doute dans une crise économique et politique encore plus sévère que la première fois que j'y suis allé, il y a un peu plus de 20 ans. Et dans l'ensemble du Sahel, nous voyons de la pauvreté de masse comme un problème très important. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Le travail jusqu'ici, fait par la Banque mondiale et le FMI, est tout à fait inadéquat. Et le Covid a encore aggravé les choses. Et la guerre en Ukraine en provoque une aggravation de plus, parce que maintenant il y a d'autres priorités pour les pays développés, donc dans leur générosité limitée. Donc c'est un cauchemar en tant que problème. Et le point de démarrage, c'est de dire, et certains l'ont déjà dit,
Il faut que ce soit une stratégie qui est générée de façon interne pour sortir du problème. La tentative de faire grandir un pays comme la République centrafricaine à partir de Washington, que ce soit au niveau du CMI ou de la Banque mondiale, des Nations Unies ou New York, donc c'est tout à fait inutile. Les gens n'ont pas suffisamment de connaissances du contexte et ils sont enclins à penser que c'est le cas. Et donc il y a des grandes listes, de longues listes de politiques prioritaires imposées par le FMI et la Banque mondiale. Je reçois, enfin, le FMI commence à comprendre que ce n'est pas une bonne idée parce que tellement de programmes dans des pays fragiles et pauvres, donc 7 sur 8 à peu près, donc n'atteignent pas leurs objectifs. Ils commencent à le comprendre. Donc ce que nous devrions faire, oui, ces pays ont besoin de ressources importantes. Une bonne analogie, ce sont les ressources importantes que l'Allemagne de l'Ouest ont mis en place pour transformer l'Allemagne de l'Est. Et il a fallu 30 ans, de grandes quantités d'argent, mais ça a marché. Et c'est ce type d'échelle, d'effort dont nous avons besoin pour nous concentrer sur les plus petits, les pays les plus pauvres du globe. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin qu'ils réussissent tous en même temps. Si nous pouvions donc avoir 3 ou 4 des pays du Sahel qui réussissent réellement, donc rapidement, les autres apprendraient à partir de succès. Donc dans un groupe avec un réseau, donc nous apprenons rapidement. Nous n'apprenons pas rapidement avec différents groupes de réseaux. Donc l'Amérique latine doit apprendre avec le succès de l'Amérique latine et les Africains doivent apprendre avec les succès d'Afrique et la même chose pour l'Asie. Et donc il faut mettre des ressources où il semblait y avoir un leadership national, où il semble possible de mettre une stratégie qui est censée. Ils apprendront à partir de leurs erreurs et de leurs échecs également. Mais il faut que ce soit un processus où les représentants nationaux tentent des choses et apprennent, plutôt que l'on leur dise ce qu'il faut faire par des experts à New York ou ailleurs. Merci, M. Collier. Avec M. Kant Van Luc, je retourne vers vous. Vous êtes chef économique à la Banque d'investissement du Vietnam. Et je voulais justement vous demander sur la stratégie d'éradication, en prendre un cas concret qui est le Vietnam, un pays en forte croissance économique. Est-ce que miser sur la croissance? Vous m'entendez bien? La question, monsieur, c'était sur la... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. C'est chouette. Je vais essayer de parler de 5 points principaux. Premièrement, je vais vous dire ce que fait le Vietnam en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. Donc, en 1986, on a fait une réforme de notre économie. Il y avait une transformation. On a adopté une approche plus orientée sur les marchés. Depuis lors et jusqu'à présent, Vietnam se développe à 6 à 7% par an. Et notre PIB par tête a augmenté de $200 dans les années 90. Aujourd'hui, c'est plus élevé. Et c'est pour cela que la pauvreté s'est réduite au Vietnam de 55% en 90 à 4,4% l'année dernière.
Vous me demandez pourquoi ou comment le Vietnam a eu un tel succès dans la réduction de la pauvreté. On a fait certaines choses, bien sûr. On a identifié les causes de la pauvreté. Est-ce qu'elle est causée par un manque d'éducation ou un manque de revenus? Donc, la toute première chose à faire est d'identifier les causes principales de la pauvreté. Et ensuite, le Vietnam a essayé de réduire la pauvreté en se concentrant sur certaines priorités. On a travaillé avec le secteur privé. On a investi dans les individus et la connaissance. On souhaite garantir une résilience. En même temps, nous essayons de renforcer le développement politique et la participation dans les différents secteurs. On a les ONG qui nous soutiennent et tout. Que va faire le Vietnam dans les 5 années à venir pour réduire la pauvreté? Premièrement, nous avons fixé des objectifs à long terme pour d'ici l'année 2030. Le Vietnam est censé devenir un pays avec des revenus moyens plus élevés. Donc, nous allons augmenter la qualité de vie et de l'évaluation de cette dernière. On souhaite améliorer la productivité de la main-d'œuvre. On va améliorer l'efficacité de l'assistance sociale et nous allons mobiliser des capitaux pour bien investir et pour réduire la pauvreté. 4e point, on va moderniser nos procédures pour simplifier la situation pour ceux qui sont évalués. Et ensuite, on va élargir la coopération internationale en mobilisant la connaissance et l'assistance technique et d'autres ressources encore. Alors, de quel genre de coopération sommes-nous friands? La coopération internationale doit identifier des manières de coopérer pour réduire la pauvreté ensemble, pour éviter l'inégalité. Donc, je suis d'accord avec les mots de professeur Paul Collier. Il faut approfondir la coopération internationale tout en étant plus efficace, en partageant nos bonnes expériences, en constituant des réseaux similaires. Il faut s'apprendre mutuellement les uns des autres, mais les pays doivent être similaires aussi. Et dernier point, il faut mobiliser les aides internationales sans des contreparties politiques, bien sûr. Ceci dit, je vais conclure et je suis là si vous avez des questions à me poser. Je me tourne vers peut-être Najat Vallaud-Belkacem ou Mathias Léridon pour réagir par rapport aux propos de nos deux intervenants, tant sur l'efficacité de l'aide internationale que sur ce que vient de dire M. Van Loock par rapport
à l'expérience vue du Vietnam? Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Najat. Je mettrai un tout petit bémol, mais ça, c'est mon côté entrepreneur. Mettez un bémol. Je suis d'accord sur le fait qu'il va falloir se poser la question de la répartition des richesses. Et on ne pourra pas se poser cette question sans mettre en place un système de fiscalité ou un système de quotas. Alors, je suis plus pour un quota, j'allais dire, volontaire, qui se traduit en taxation fiscale s'il n'y a pas de volontarisme, parce que je pense que la bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises, chacun d'entre nous, peut avoir un rôle à jouer dans l'éradication de la pauvreté. Il ne faut pas croire que c'est un système global. Il faut le multilatéralisme, comme le disait Najat, parce que sans le multilatéralisme, on n'arrivera pas à régler, on n'arrivera pas à scier les barreaux de la prison économique, de la pauvreté, mais il faut aussi scier les barreaux de la prison psychologique. Et les barreaux de cette prison psychologique, chacun d'entre nous peut le faire. On l'a vu avec des tout petits projets. Des tout petits projets peuvent avoir en fait des effets qui sont des effets de levier qui sont très importants. Donc il va falloir se poser la question de cette répartition de la richesse. À la question de savoir si en fait c'est chacun des pays qui doit trouver par lui-même, moi je voudrais juste faire une remarque, c'est qu'il y a 1,4 milliard d'Africains aujourd'hui. Nous sommes dans l'Union européenne 450 millions. Il y aura 2,5 milliards d'Africains dans 15 à 20 ans. Et nous serons un peu moins de 400 millions. Et je pense qu'il n'est pas possible de vivre à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres sans qu'il y ait un mouvement massif de coopération qui n'est pas simplement de dire chaque pays doit trouver par lui-même les ressources pour sortir de la pauvreté. Il faut que nous investissions massivement, humainement et économiquement pour aider ces pays. Ça ne veut pas dire les faire sortir de leur souveraineté, mais ça veut dire faire en sorte qu'on puisse trouver un moyen de travailler ensemble sur ce sujet. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que chacun peut jouer un rôle sur ce sujet. Sur les 18 pays les plus pauvres aujourd'hui dans le monde, il n'y en a que 2 qui ne sont pas africains. Sur les 18 pays les plus pauvres, il n'y en a que 2 qui ne sont pas africains. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres de l'Union européenne. Najat Vallaud-Belkacem. Oui, non, pour rebondir sur ce que disait Paul Colline en particulier, moi je suis... Enfin, je veux dire, il faut pas vous tromper. Hein. C'est pas parce que je suis à la tête d'une ONG qui plaide pour la solidarité internationale et pour l'aide publique au développement, par exemple, que je ferme les yeux sur toutes les insuffisances ou toutes les frustrations, les insatisfactions qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, je suis d'accord quand il dit, par exemple, que c'est toujours plus pertinent de mener des projets sur le terrain avec des acteurs du terrain en lien avec la société civile dans les pays les plus pauvres que de les décider depuis un bureau à Washington ou ailleurs de façon très centralisée, très bancarisée aussi, très financiarisée, telle qu'est devenue à certains égards, c'est vrai, finalement l'aide publique au développement dans un certain nombre de nos pays. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Tout comme je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'on réinterroge toujours nos présupposés sur ce qui se passe dans les pays les plus pauvres. Et la meilleure façon de les réinterroger, c'est aussi d'avoir des équipes présentes pour le coup sur place. Parce que par exemple, au moment de la pandémie Covid-19, moi j'étais quand même très frappée de voir le récit médiatique qui a souvent été fait d'un continent africain qui aurait été moins touché que les autres continents. Notamment du fait de sa jeunesse, etc. Alors que nous, toutes nos antennes sur place nous disaient au contraire que c'était très touché, et simplement que les pays dont on parle n'avaient pas de système de comptabilisation fiable des taux de mortalité. Donc en fait, c'est seulement maintenant qu'on se rend compte que ce n'est pas 6 millions de morts qu'a provoqué le Covid-19 à travers le monde depuis 2020, mais c'est plus vraisemblablement 15 millions. Enfin, je veux dire, il y a quand même, c'est l'OMS qui le dit, hein, donc il y a quand même une prise de conscience assez tardive du fait qu'en réalité la situation est encore plus catastrophique que ce qu'on croit, d'où la nécessité à nouveau de ne pas juger de là-haut sans aller regarder ce qui se passe dans les pays. Pour le reste, moi je trouve que, comme j'ai l'impression que le temps nous est compté, je trouve qu'il y a peut-être des sujets dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est pour revenir à la convergence des crises actuelles, parce qu'en fait on a parlé de la guerre en Ukraine, donc de la crise alimentaire qu'elle provoque, clairement. On a parlé de la crise pandémique, mais il ne faut pas oublier la crise écologique, la crise climatique, qui fait qu'aujourd'hui, de très nombreux pays sont confrontés à la sécheresse, par exemple. Pour vous donner des exemples précis, en Éthiopie, en Somalie, au Kenya, c'est une personne qui meurt toutes les 50 secondes du fait de la sécheresse. C'est vraiment ça, en fait, la situation à laquelle on est confronté. Et donc, encore une fois, pour faire face à cette convergence de crises tellement immense, c'est clair
on ne va pas pouvoir continuer avec les fonctionnements du passé et qu'on va devoir en particulier, je rebondis là-dessus, à nouveau mettre à contribution notamment le secteur financier qui est celui sur lequel on estime qu'il y a des marges de manœuvre de taxation qui n'ont pas été utilisées à plein jusqu'à présent au niveau européen par exemple, que même notre taxe sur les transactions financières qui existe en France, elle ne donne pas ce qu'elle devrait donner parce que les spéculations les plus volatiles, les plus rapides sont finalement les moins affectées alors que c'est celles qui créent a priori le plus de dysfonctionnement. Donc je pense vraiment que la question du privé se pose et qu'il y a une autre question pour finir avec ces critiques qu'on peut adresser au multilatéralisme qui est la façon dont, lorsque ces grands forums que sont les G7, les G20, etc., prennent des décisions, comment est-ce qu'on les rend redevables en quelque sorte ? Tout ça manque quand même cruellement de transparence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Par exemple, la semaine dernière, il y avait le G7. Le dernier G7, vous l'avez trouvé décevant sur le plan du résultat ? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que sont annoncés à chaque fois de nouveaux centaines de milliards de dollars dont on ne sait pas très bien ce qu'ils comportent, qui sont en réalité une espèce de poupée russe qui contient des engagements qui avaient déjà été pris par le passé. Et puis finalement, on n'a pas de mécanisme qui vienne vérifier concrètement ce qui a été tenu ou ce qui n'a pas été tenu. Je vous en donne un exemple. Ça fait 2 ans maintenant, à peu près, 1 an et demi, que le Fonds monétaire international, le FMI, a fait une espèce de création monétaire, on parle des droits de tirage spéciaux, donc une espèce de création monétaire pour aider tous les pays à s'en sortir face à la crise Covid. Il a été perçu très vite que les pays riches n'en avaient pas autant besoin que les pays pauvres. Et donc l'engagement a été pris par les premiers de mettre 100 milliards de ces capacités à disposition des seconds. Et bien ça fait 1 an et demi que c'est toujours pas fait. Donc en fait, je veux dire, la crise, elle est urgentissime. Donc les annonces dans les communiqués, il ne faut pas s'en satisfaire. On avait pourtant élargi le G7 au G20 justement pour prendre en compte ces problématiques, élargir le multilatéralisme et le rendre peut-être plus efficace. Une dernière prise de parole de Mathias Léridon et puis on arrêtera ici le débat. Je crois que pour rebondir sur ce que disait Najat, le G20, il n'y a qu'un pays d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Et je crois qu'on ne pourra pas aborder cette problématique de l'éradication de la pauvreté, ou plus exactement du transfert de cette richesse des pays riches vers les pays qui en ont plus besoin, si on ne met pas dans la gouvernance de ce multilatéralisme un certain nombre de pays qui ont besoin justement d'arriver. Parce que c'est très facile de décider entre nous de l'affectation des DTS aux pays les plus pauvres. La réalité, c'est qu'il faut mettre quand même quelques-uns de ces pays qui sont bénéficiaires dans la gouvernance du multilatéralisme. Merci beaucoup. Je remercie nos invités qui étaient à distance. Je sais que c'est toujours frustrant lorsque l'on est loin, qu'on ne peut pas reprendre la parole pour rebondir. C'est un sujet inépuisable. Je vous remercie tous les trois, ainsi que Mathias Léridon, Madame Djebari et Madame Najat Vallaud-Belkacem.